Bonsoir à toutes et à tous pour un nouveau Live and Let Live en direct ce soir. Et avec vous, avec nous et pour vous, un liveur qui a fait Bar plus 4 pour rejoindre l'équipe de Live and Let Live. Bonsoir Dominique Tiffer. Un liveur qui, lors de l'exposition à Marseille, a eu une relation brève mais intense avec le sosie de Nick Nack, Patrice Godin. Un liveur, petit nouveau, qui nous vient de Suisse. J'espère que pour sa première, nous allons lui remettre les pendules à l'heure. Emmanuel Michler. Et enfin, un liveur qui a tout donné lors de l'exposition à la Busine, même sa veste et sa chemise à Patrice Godin, José Mora. Messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue Emmanuel. Merci bienvenue. beaucoup de m'accueillir. Tu changes de place, tu étais venu comme invité, maintenant tu viens comme liveur. Ravi de t'avoir parmi nous pour cette émission que nous recevrons d'ailleurs un invité d'honneur, Sylvain Larue, grand champion des 12 coups de midi, écrivain et aussi fan de James Bond, parce que c'est ça qui nous intéresse. Avant de démarrer l'émission, j'ai envie de vous poser une petite question à ceux qui étaient au château de la Busine. Votre ressenti après une semaine, comment ça s'est passé? Quelle était la qualité de l'exposition? Qui avez-vous rencontré? En tout cas, l'émission de la semaine dernière était très sympa. Dominique, je te laisse la parole. Écoute, moi, ça restera un souvenir impérissable. C'était mon premier événement bondien. Hein. Je suis au club depuis de nombreuses années par intermittence, mais je n'avais jamais pris le temps de participer. C'était ma première fois. Et quelle première fois? On dit toujours que la première fois, on n'oublie jamais. Ce sera le cas. Le club nous a super bien accueillis, franchement. Je remercie encore le club pour l'invitation au château de la Busine. Tout le monde a été super chaleureux. Vraiment, c'était une soirée de rêve, extrêmement mondaine. Les chansons des génériques, ça mettait une ambiance extraordinaire. Le château de la Busine le soir est vraiment très joli. Et on a eu des discussions à bâton rompu dans une super ambiance. C'était comme si une grande famille se retrouvait, parfois sans même s'être jamais croisés physiquement. Et vraiment, super souvenir. Et, oui, on a vu les anciens et l'actuel président du club, on a vu Rémi Julienne, on a vu le pistard Saltman, on a vu Béatrice Libert qui nous a fait un bonjour super sympa en début de vidéo. Elle t'a reconnu, hein? Comment? Si on regarde bien l'émission, elle t'a reconnu, elle était hors champ, elle t'a reconnu. C'est très sympa de la part de Béatrice Libert. Il y avait Catherine Serre aussi qui était là. Et puis on avait quelques sosies aussi. On avait le sosie de Jaws, de Nick Nack. Non, vraiment génial. José, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Alors, je ne vais pas révéler tout de suite l'ambiance et ce que j'en ai pensé, puisque j'ai promis un article pour le prochain Le Bond du magazine du Club James Bond, donc je ne vais pas m'étendre plus, si ce n'est, comme l'a dit Luc, que ce sont des soirées qui passent extrêmement vite, que j'ai été extrêmement pris par le tournage naturellement de l'émission, et d'ailleurs, on m'en a fait le reproche de ne pas avoir été assez présent à l'image. Malheureusement, on ne peut pas être au four et au moulin, sans faire de mauvais jeux de mots politiques. Mais c'est effectivement une très belle soirée, très intéressante, avec des magnifiques pièces de collection, dans une ambiance extrêmement chaleureuse. Vraiment une soirée absolument exceptionnelle. Donc je ne vais pas étendre davantage, je préfère garder l'exclusivité à qui je l'ai promis. Donc vous trouverez un article de José sur l'exposition Château de la Busine dans le prochain Le Bond. Et moi je vous conseille, amis fans de James Bond, si vous avez l'occasion de vous déplacer sur Marseille, c'est jusqu'en octobre, si je ne dis pas de bêtises, d'aller visiter cette superbe exposition, d'aller la voir en vrai. Moi j'espère avoir l'occasion d'y aller. Et en tout cas, merci de nous avoir fait partager ce moment. Et maintenant... Ah bah attends, il y a Patrice qui est de retour. Patrice, t'en as pensé quoi de l'exposition de la Busine de ce week-end? Bah écoute, moi j'ai trouvé... après, l'ambiance était sympa, surtout, avec des chanteurs. Ils nous ont rechanté plein de chansons, donc l'ambiance était vraiment très bien, avec... Il y avait beaucoup à manger aussi, j'ai bien aimé. Mais l'expo est pas mal. Elle est pas trop grande, donc il y a pas...
Voilà, elle se fait rapidement, mais il y a des beaux objets de collection à aller voir. Eh ben, en tout cas, merci de nous en avoir profité. Et sans transition, nous allons passer maintenant à l'analyse psychologique du méchant. Si je me trompe pas, après Carver, c'est Stamper, ça rime. Et nous allons passer la parole à Dominique, mais avant, le petit jingle. Dominique, à toi. Eh bien, donc, cette semaine, je vais axer ma rubrique sur un duo de méchants. Donc, je vais me pencher sur le cas de non pas un, mais de deux méchants, plus exactement un duo de méchants, le grand méchant du film et son henchman. En l'occurrence, nous allons nous intéresser à Elliot Carver et son garde du corps assassin Stamper. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de procéder ainsi. Déjà, les deux sont indissociables. La haute silhouette de Stamper semble suivre son chef partout, à tel point que les deux acteurs, Jonathan Pryce et Gottsotto, semblent avoir noué une certaine complicité. Concernant Carver, quelques petits éléments biographiques d'abord, qui, précisons-le, n'apparaissent que dans la novélisation de Tomorrow Never Dies par Raymond Benson. Elliot Carver est né à Hong Kong, fils illégitime d'un lord britannique qui possédait une douzaine de journaux et d'une prostituée allemande morte en couche. Elliot a été élevé par des Chinois car son père l'a abandonné à sa naissance. Elliot n'apprend la vérité sur ses parents qu'à l'âge de 21 ans. Il est engagé en tant que présentateur météo dans une chaîne de télévision hongkongaise. Il est promu présentateur vedette moins d'un an plus tard, mais après 5 ans, il a envie de profiter de l'empire médiatique de son père, il en veut plus, ayant appris par ses parents adoptifs qu'il est le véritable héritier de la fortune de ce dernier. C'est Laurent Romeshko un petit peu. Ouais, il y a un petit, il y a un petit côté comme ça. C'est vrai que le Romeshko, je m'en suis toujours méfié. Hein, donc, il se rend à Londres, où il rencontre son père qui le rejette. Il décide alors de le piéger à l'aide d'un escroc, lui faisant ce qu'on appellerait aujourd'hui un chantage à la sextape, et le pousse au suicide non sans lui avoir fait rédiger un testament en sa faveur. Elliot hérite donc de l'empire médiatique de son père. Voilà pour la biographie. Allons-y pour l'habituelle question. Qu'observe-t-on, messieurs les liveurs? Qu'est-ce que vous observez chez Carver? Il a un ego surdimensionné, et puis il a un parfait, comme dirait Bond, il a un parfait complexe d'Oedipien. Il a envie d'être Dieu sur terre. Il le dit à un moment dans le film. Je n'ai jamais eu autant. Personne n'a jamais eu autant d'influence, sauf Dieu lui-même. Donc il se prend pour Dieu. Napoléon, il se prend pour Dieu, lui. Moi, ce qui me marque chez Carver, c'est qu'il fait tuer sa femme sans état d'âme, sans revenir là-dessus. Enfin, je veux dire, il dit à Gupta, va falloir s'occuper d'elle. On voit pas d'émotion. Effectivement, on voit pas d'émotion dans le fait qu'il va faire tuer sa femme. L'apparente absence d'émotion lorsqu'il tue sa femme, effectivement. La mégalomanie, très bonne observation. Alors, effectivement, donc on observe au premier plan une mégalomanie considérable qu'il assouvit par le biais de son pouvoir médiatique. Le besoin notamment de voir son portrait géant figuré sur les immeubles lui appartenant, ce qui occasionne à Bond cette réplique, et ça me fait rebondir sur ce que tu disais Mathieu, qui fait remarquer qu'il souffre d'un complexe d'édifice. La traduction française est malheureuse. Bond, il parle de complexe d'Oedipe dans la traduction française, ce qui n'a rien à voir. Comme chacun le sait, le complexe d'Oedipe est l'amour frustré d'un enfant pour sa mère dans le cas d'un garçon, ou pour son père dans le cas d'une fille, et la mort souhaitée symboliquement de son rival, le père ou la mère. Nous traversons, si l'on en croit les théories psychanalytiques, tout ce passage, et ça ne nous conduit pas à devenir des mégalomanes. Cette même mégalomanie se retrouve dans le besoin d'un auditoire de Carver, et on peut dire qu'il a choisi la branche professionnelle idéale pour l'obtenir. On peut observer le plaisir qu'il a à conter des anecdotes à des courtisans au regard énamouré lors de la soirée d'inauguration à Hambourg. Et lorsque Gupta lui demande si c'est une bonne idée de faire venir Wei Lin pour exposer son plan, il répond en toute sincérité qu'il adore être regardé. Il se compare lui-même à un grand chef de guerre, se référant à Napoléon ou César. Souvenez-vous que j'ai évoqué ces grands conquérants historiques.
j'ai évoqué qu'il pouvait se mériter un certain diagnostic psychiatrique. De par le côté ludique qu'il semble trouver à monter deux grandes puissances l'une contre l'autre grâce à ses outils médiatiques, il fait un peu penser à un enfant manipulant et maltraitant ses jouets. La motivation même de son plan trouve sa source dans sa mégalomanie. Sa récompense pour avoir amorcé une guerre et renversé le régime chinois sera d'augmenter son audimat en gagnant l'exclusivité médiatique dans le seul pays qui lui refuse, oh sacrilège, d'émettre sur son territoire. On observe une certaine labilité émotionnelle chez Carver qui fait penser à un homme profondément instable. Il est tyrannique, colérique, pouvant renvoyer une employée sur un geste d'humeur ou tirer les cheveux d'un de ses hommes de main sur une frustration. Son sentiment de supériorité semble lui accorder le droit, à ses yeux, d'être directement violent et physiquement envers son petit personnel, bien que de toute évidence, lui ne soit pas fait pour le combat physique. Sa réaction surprenante à la tentative d'agression physique de Weylin à bord du navire furtif, alors qu'il la singe en gesticulant, va dans le sens de cette labilité émotionnelle. Il fait fou, à ce moment. Carver a une haute opinion de lui-même et une faible opinion de la plupart de ceux qui l'entourent, qui semblent tous très remplaçables à ses yeux. Volontiers méprisant, il n'hésite pas à se montrer grossier et moqueur lorsque Bond lui est présenté en tant que banquier, ou à qualifier la démonstration d'arts martiaux de Weylin de pathétique. Oui, d'ailleurs, il a un ego tellement surdimensionné, comme tu viens de le citer, qu'effectivement, le petit personnel, ça reste que des pions pour l'aider à assouvir ses plans. Le seul en qui il a une fidélité et qui a foi en ses yeux, c'est Gupta et encore. Ah non, il le tue. Il l'aide quand même, il l'aide quand même dans ses plans, donc il a quand même une valeur à ses yeux jusqu'au moment où il en a plus. Une valeur matérielle. Par contre, celui effectivement avec qui il est très proche et c'est le seul qui a foi en ses yeux, c'est Stamper. Oui, mais je pense que Stamper est utilitaire aussi. Ouais, si jamais Stamper devient faible, peut-être qu'il fait une remarque il fait une remarque à un moment donné quand il pense que Stamper a tué Bond. Il lui dit l'Allemagne n'a plus l'efficacité d'antan. Oui, il a tout à fait. Où il a une déception envers Stamper. Tout à fait. J'allais effectivement parler de ces moments-là. L'autre thème dont on n'a pas parlé chez Carver, et c'est essentiel, c'est le thème de la persécution et de la spoliation qui se retrouve facilement chez lui. Plus facilement si on se réfère à son background dans la novélisation et au sentiment d'injustice et au désir de vengeance vis-à-vis de son père. Bon, ce background n'apparaît certes pas dans le film, et c'est dommage à mes yeux, mais on retrouve tout de même la rapidité avec laquelle le personnage peut se sentir persécuté ou trahi dans le film. Par son épouse d'abord, dont il semble sincèrement amoureux, mais qu'il condamne sans appel à mort lorsqu'il découvre qu'elle lui a menti. C'est pour ça que je n'irai pas forcément dans le sens du psychopathe, parce que je pense que Carver éprouve des sentiments, mais par contre, lorsqu'on l'a trahi, ça s'arrête là. Ses décisions sont lapidaires. Sa colère lorsque son intervention télévisée est gâchée par Bond, lorsque sa femme essaye de le réconforter en lui disant d'admettre que parfois dans la vie les choses se compliquent, il s'exclame à deux reprises « Pas avec moi, pas avec moi », tout en regardant l'un de ses concurrents le railler à la télévision. Il est frappant également de constater son changement de regard sur Bond lorsque ce dernier fait des insinuations sur la possibilité du satellite de Carver de faire dériver un navire. Il passe du stade de banquier ennuyeux à celui de persécuteur suspect en une fraction de seconde, et Carver ne traîne pas pour tenter de le neutraliser. Enfin, on peut observer que Carver est dans ce qu'on appelle le rationalisme morbide. Qu'est-Zako, me direz-vous? La façon qu'ont certains malades délirants de tenter de justifier ou de faire accepter leur délire comme quelque chose de normal ou d'acceptable par leur entourage. Selon Carver, tout ce qu'il fait est normal et rationnel, c'est le monde qui ne tourne pas rond, c'est son raisonnement qui est le bon. Déclencher une guerre pour faire de l'audimat est acceptable, puisque les grandes figures ont toujours manipulé les médias pour changer le cours des choses, et puisque William Randolph Hearst faisait de même. Il ne fait que procéder de la même manière, et il n'est pas fou, puisqu'il va être couronné de succès. Ce qui sépare la folie du génie ne se mesure qu'à l'aune du succès. Et lorsque Carver se présente à l'antenne en tenant un discours pacificateur et en s'attribuant un rôle d'informateur loyal et de dénonciateur d'injustice, si on peut d'abord croire à de la manipulation, on peut finalement se demander s'il ne croit pas un peu ce qu'il dit, malgré les moyens employés pour obtenir ce statut de bienfaiteur. Alors Carver, mégalomane, tyrannique, persécuté,
Une idée, messieurs, sur le diagnostic? Écoutez, moi je dirais qu'il est mégalomane, ce type-là. Alors, mégalomane, c'est un, si tu veux, c'est un élément clinique, ça serait un symptôme. Mais Psychopathe, visiblement, non. Comment Emmanuel, vous voulez intervenir, non? Tu as une idée? La paranoïa. bien, Emmanuel, pour ta première partie, ça prouve que tu as suivi mes chroniques, dis donc, c'est bien. Oui, mais c'est Nous un avons élève là- appliqué quand on est dans une première fois liveur, on est très appliqué. Après, on se laisse toujours un petit peu. Oui, exactement, allez. tout à fait. Bon, Donc, nous avons là En fait, c'est facile. c'est le seul mot qu'il connaît, Emmanuel, en fait. Effectivement, nous avons là un superbe cas de personnalité paranoïaque. Le deuxième depuis le début de cette chronique, même s'il se présente un peu différemment du Dr No. Les éléments cliniques sont là. Je reviendrai la prochaine fois sur la différence entre une personnalité paranoïaque et une paranoïa réellement décompensée. Penchons-nous désormais sur l'âme damnée de Carver, autrement dit Stamper. Je ne m'attarderai pas sur ces éléments biographiques qui n'apparaissent que chez Benson et ne sont pas d'une importance capitale pour l'analyse du personnage. Qu'observe-t-on chez lui? Qu'est-ce qu'on observe chez Stamper? Déjà une tendance à la violence qui doit être maîtrisée. Voilà, oui. Une forme de- jouissance dans la violence, j'irais même plus loin. Une forme de sadisme. Le sadisme, messieurs, le sadisme. Oui. C'est ce qu'a dit Emmanuel. Deuxième bonne réponse d'Emmanuel Michler. Bravo. Je vais te prendre comme... je vais te prendre En fait, comme c'est grave. liver la prochaine fois pour cette rubrique, Emmanuel. En C'est fait, moi qui fais la c'est- prochaine chronique. Stamper, c'est Grant, en fait. Comment? Stamper, c'est Grant, non? Oui, mais écoute, en premier lieu, le sadisme, c'est une évidence. Stamper est un tueur et il aime son travail. Exécuter les marins du Devonshire à la mitraillette et filmer la scène, c'est pour lui une friandise. Et Carver l'utilise pour cette faculté, ce plaisir de tuer. Il sait qu'il peut entièrement compter sur lui à ce sujet. On constate que Stamper est un tortionnaire aguerri, formé par le Dr Kaufman, rompu à l'utilisation des chakras pour infliger un maximum de douleur. Il semble considérer cela comme un sport. La consigne de Stamper à ses hommes pour s'occuper de Bond lors de la soirée de Bond est éloquente sur ce même sadisme. Excuse-moi, Dominique. Dominique, Oui. j'interviens. On a souvent parlé de la faiblesse des méchants dans les Brosnan. Quand même, la triplette de méchants qu'il y a dans Demain ne meurt jamais est quand même de qualité. Entre Stamper, la scène du Dr Kaufman et Carver, on avait quand même une bonne triplette de méchants. Alors moi, je ne me serais jamais excité sur la faiblesse des méchants dans l'ère Brosnan. C'est pas ce qui pêche pour moi dans l'ère Brosnan. J'aime beaucoup Trevelyan. Effectivement, Carver, ça partait d'une très bonne idée, même si parfois je le trouve un peu cabotin. Après, c'est plus discutable pour les méchants qui suivent dans les films suivants. Moi, j'aime bien Renard. Par contre, Gustave Graves, Ouais. j'ai plus de Moi, mal. je voulais Jean Reno dans le rôle de Renard, moi. Donc, Oui. la consigne de Stamper à ses hommes pour s'occuper de Bond lors de la soirée de Bond et de Carver est éloquente sur ce même sadisme. Make him uncomfortable. En français, mettez-le terriblement mal à l'aise. Donc, la violence semble guider sa vie. Vraiment, Stamper est dans la pure tradition des assassins blondes inaugurés par Grant, en effet. Hans, Eric Kriegler, Necros, avec en plus cette stature particulièrement imposante et ses origines allemandes affichées, gage d'efficacité pour Carver, tu le disais tout à l'heure, Mathieu. Oui. On peut tout de même préciser que dans la novélisation, il est un peu plus crétin et surtout que son sadisme est assorti d'un masochisme assumé et d'une insensibilité à la douleur qui le conduit à considérer comme une récompense que Carver l'autorise à conserver à un certain moment une lame plantée dans le corps. Cette idée semble avoir été abandonnée, peut-être parce que cela ressemblait trop aux caractéristiques de la henchwoman du film précédent, Xenia. Donc, si je vous dis, dans le cas de Stamper, recherche de figure paternelle, est-ce que ça vous rappelle des chroniques précédentes et un profil en particulier? Oui. Tout le monde répond en même temps, c'est bien. Oui. C'est bien. Recherche de figure Alors. paternelle. Souvenez-vous, je vous disais que la figure paternelle de Grant, c'était le spectre. Oui. Je vous disais que la figure paternelle de Zorin, c'était... Le docteur Wagner. Oui. Dans le cas de Stamper, il a clairement non pas
une, mais deux figures paternelles qui l'étayent dans le crime et l'assouvissement de ses pulsions meurtrières. Le docteur C'était pas Kaufman, Mayday, c'était pas Mayday, la figure paternelle de Zorin dans Dangereusement Vôtre. Donc Stamper, il a deux papas. tu vas en faire hurler. Voilà, c'est ça. Donc, le docteur Kaufman, qu'il désigne par ailleurs par le terme très précis de père symbolique, est Carver. Et la fin de sa vie sera d'ailleurs orientée dans la recherche de la vengeance de la mort de ses deux guides. Alors, sadisme, violence, cruauté, recherche du père spirituel, est-ce que ça vous parle pour étayer un diagnostic pour Stamper? Moi, c'est un psychopathe. Bien, bien Mathieu. Donc, Stamper, C'est le seul mot qu'il connaît. Stamper est un magnifique psychopathe, et ce qui m'a conduit à analyser conjointement Carver et Stamper, c'est qu'ils forment un duo qu'on retrouvera sous d'autres incarnations dans la saga, vous le verrez, le psychopathe utilisé au service du paranoïaque. Voilà pour aujourd'hui, messieurs. Si vous avez des questions, j'espère que cette rubrique vous aura plu. Juste une remarque, et puis après je passerai la parole à nos liveurs s'ils ont des remarques à faire. Demain ne meurt jamais, notamment par le fait a été assez précurseur, parce que le message qui en sortait, c'était la menace et le pouvoir des médias et notamment des chaînes d'information en direct, parce que la chaîne de Carver, c'est une caricature de CNN. Aujourd'hui, à l'époque en France, on n'avait pas les chaînes d'infos en direct. Maintenant, on pourrait citer BFM TV. Dans une moindre mesure, on peut citer CNews, et puis dans une autre moindre mesure, France Info. Le pouvoir des médias et Carver en prend un plaisir terrible, c'est ce pouvoir de pouvoir changer un titre de journal et pouvoir influer sur le monde et sur les décisions et sur la peur collective. Cela dit, Mathieu, je te coupe. Bon, c'est vrai que les chaînes d'information en continu sont vraiment très récentes en Europe, va-t-on dire. C'est-à-dire, on estime ça à la première moitié des années 2000, mais des manias des médias aux États-Unis, ça fait quand même très longtemps qu'ils existent. Et je pense notamment, sans vouloir me retrouver avec un procès, à des gens comme Kirk Kerkorian, enfin des gens comme ça, des gens qui ont vraiment assis un pouvoir, et même d'une certaine manière à des gens comme Donald Trump, qui grâce à leur influence sur les médias ont réussi à bâtir un véritable empire. Je veux dire, ce cas de figure-là existe aux États-Unis depuis de nombreuses années. En tout cas, je pense que c'est grâce au film Demain ne meurt jamais que les complotistes ont appris à se méfier des médias. Ah, peut-être. C'est possible. Patrice, Emmanuel, est-ce que vous avez un dernier mot? Pas pour l'instant. Bon, Moi non plus. bah écoutez, merci Dominique, encore pour cette super chronique. Tu vas pouvoir sortir un bouquin, dans les meilleures chroniques dans un best-of de Dominique Kiefer. On en parlait, figure-toi, il y a encore 2 jours avec lui. Ça serait pas mal. Et oui, ce serait une bonne idée. Et on va demander à nos internautes. Alors, il y a eu des petites réactions. Alors, il y a 007 Corsica, alias Paul-François Benini, fidèle parmi les fidèles de nos téléspectateurs, qui dit t'as oublié le nouveau média Planète 007. C'est vrai que je suis un petit peu le Stamper de cette émission. C'est vrai. Et José Carver qui essaie par le biais de ce média d'influencer tout le monde pour aimer Moonraker et Raymond pour vos yeux. Pourquoi pas? Moi, ça me convient très bien. On a Odysseus Short Film, effectivement, ils sont complémentaires en parlant de Carver et de Stamper. L'un l'intelligence, l'autre la force brute. Et puis, on n'en est pas revenu sur la petite présentation qu'on avait fait sur le château de la Busine. On a Steve Ketterlin qui dit oui, merci pour cette super vidéo du château de la Busine. Et on a également Alex007 qu'on salue. Ami bondien, un petit coucou en direct de la Vanoise entre 2 randonnées. C'est vrai que Alex est très sportif. Et bah écoutez, Steve Ketterlin qui vient de mettre un message. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur film avec Pierce Brosnan. Et je partage totalement son point de vue, oui. Je suis d'accord avec lui. Encore une fois, c'est le film qui m'a rendu fan de Bond en 97. Et je pense aussi pour moi que c'est mon préféré. Tant au niveau réalisation qu'au niveau aussi du jeu de Brosnan, qui est entre le côté froid de GoldenEye
et le côté un peu plus détendu, mais il a joué une superbe scène, notamment la scène avec le docteur Kaufman est typiquement magnifique. C'est pas celui qui a les meilleurs dialogues, hein, par contre. C'est pas celui qui a les meilleurs dialogues, mais la scène, je trouve cette scène particulièrement. On l'aura compris, c'est le premier Bond de Mathieu au cinéma, donc il n'est pas objectif. Si, je suis objectif, notamment sur la fin. Quand on réinvitera Laurent Perriot pour la spéciale Brosnan, on aura l'occasion d'en discuter. Vous verrez que je suis totalement objectif, même sur les films que j'adore. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose une petite pause pub, et puis on se retrouvera après, pour le débat.